Une présentation de Ben-Nabi et de son œuvre devrait commencer par un résumé de son parcours, en sélectionnant les faits les plus marquants qui expliquent son œuvre et ses principaux concepts. Or, sa vie, lui, il l'a raconté en plusieurs volumes, intitulé « Mémoires d'un témoin du siècle », parce qu'il est né en 1905, début du XXe siècle. Donc, il se considérait comme le réceptacle de tous les événements marquants. Et on lui a reproché de mettre beaucoup de détails dans ses souvenirs. Et il l'a fait parce qu'il avait conscience d'avoir vécu dans un monde qui était en voie de disparition. C'est la société traditionnelle de Constantine, où sa famille était là depuis des siècles. C'est une famille très ancienne, enracinée, mais qui était déchue sous l'effet de la colonisation. Et donc lui, après, quand ses mémoires, il les a écrits à partir il a commencé à avoir des carnets à partir de 1951-52. Puis après, c'est au Caire qu'il a mis au propre le premier volume de L'Enfant. L'Enfant, ça va jusqu'en 1930, et donc ça vous décrit sa vie entre Tébessa et Constantine. Alors pourquoi il a été à Tébessa? Parce que son père était diplômé de la médersa d'État de Constantine, à ne pas confondre avec les médersas libres des ulama, comme le fait Keppel et les autres politistes. Les médersas d'État sont des établissements créés par le gouvernement français en 1850 pour former des cadres de la magistrature musulmane. Ils commencent comme Adel, Bash Adel, Qari, des interprètes, il y a le corps des interprètes, et les moudares. Il y avait un corps de moudares qui était payé pour enseigner l'islam dans les mosquées dites domaniales. Parce qu'il y avait les mosquées libres et les mosquées qui dépendaient du gouvernement. Et donc, malgré la laïcité, on payait des gens pour enseigner la religion. Et le père de Ben-Nabi était déjà diplômé de la médersa de Constantine, et il a été recruté comme Khoja de communes mixtes. Il y avait les communes mixtes, qui avaient des secrétaires qu'on appelait Khoja de la terminologie turque. Khoja, ça veut dire secrétaire en turc. Et donc il était obligé d'aller à Tébessa. Et Ben-Nabi a eu de premier tiraillement, c'est sa nostalgie de société citadine très raffinée de Constantine, qui se retrouve dans un milieu semi-pastoral, Tébessa, où il voyait avancer le désert. Ensuite, il avait un premier tiraillement, un autre tiraillement, c'est quand on l'obligeait à aller après Salat al-Fajr à l'école coranique, et puis à 8h30, il allait à l'école française. Toutes les familles musulmanes faisaient ça. Là, ensuite, il avait le troisième tiraillement, c'est quand il est venu à Paris, où il a choisi de faire des études scientifiques, d'ingénieur. Donc c'est le tiraillement entre la culture technique, scientifique, et la culture littéraire. La médersa, c'est des programmes bilingues, droit français, droit musulman, littérature française, littérature arabe, etc. Et donc lui, ça a été un passage très très difficile où quand il arrive à Paris en 1930, il décide d'aller dans une école d'ingénieurs pour... il se sentait responsable du retard technologique de tout le monde musulman. Et donc, la médersa, alors les médersas, vous savez, quand on réussissait le certificat d'études, à la fin de l'école primaire, on passait un examen, celui qui réussissait avait une bourse pour entrer dans un cours complémentaire, comme on disait à l'époque. Et le cours complémentaire très célèbre de Constantine s'appelait le cours Jules Ferry. Vous avez toute l'élite de Constantine et Ben-Nabi. Après, il a réussi, à la fin du cours complémentaire, l'entrée à la médersa.
Donc il entre à la médersa, il en est sorti en 1925, les cours durent 4 ans, en 1921. Mais auparavant, il a suivi, comme adolescent, vraiment tous les épisodes de la guerre mondiale, il le dit dans ses mémoires, parce qu'il y avait un commerçant à Tébessa qui avait une collection de journaux, la Dépêche de Constantine, et qu'il utilisait pour enrouler le sucre. Et Ben Dabi allait dans l'arrière-chambre pour lire. Il avait en tête toute la guerre mondiale. Donc c'était déjà un premier accès à l'actualité. Et lui, après, il écrira un grand article en arabe intitulé « Al-Hadathu wa Tarikh », l'événement et l'histoire. Donc c'est de l'histoire événementielle là, qui a été à l'origine de sa formation. Et à Tébessa, il a vécu les campagnes électorales, là, parce que vous savez, les musulmans avaient le droit de vote, et même de présenter des candidats aux élections municipales, mais ils n'avaient pas le droit d'être maire, même s'ils ont la majorité du conseil municipal. Or, lui, dans son enfance, il était marqué par la violence des campagnes électorales, où vous aviez des clans, et le clan vainqueur, armé de bâtons, les couleurs d'affiches, les militants, qui passaient devant les portes des gens du clan adverse, et ils donnaient des coups de bâton sur la porte. Alors lui, il était enfant, il en parle longuement dans ses souvenirs, et c'est cet épisode qui est à l'origine de son concept de politique. Il a dit, en Algérie, nous ne faisons pas de la politique, nous faisons de la politique, avec l'ironie des gens, c'est-à-dire la démagogie, la mystification, l'éloquence. Et c'est sans doute ce traumatisme qui est à l'origine de cette méfiance de la politique politicienne, alors qu'il avait, il avait 10 ans ou 11 ans. Alors ensuite, à Constantine, c'est une autre vie. Il était très content de revenir à Constantine, où il y avait ses tantes, toute sa famille. Et Ben Dabi a grandi dans un milieu essentiellement féminin. Il avait des tantes qui vraiment que c'était un enfant gâté pour toutes ces femmes. Et puis lui était marqué par l'esthétique. On a les photos des vêtements traditionnels des femmes de l'époque dans des maisons traditionnelles. Ben Dabi habitait une maison à l'ancienne, à la fois ottomane et andalouse, mais quand la famille s'est appauvrie, ça a été racheté par la famille Mokrani, qui était riche. On connaît de l'autre côté du Rumel, ceux qui connaissent Constantine. Et donc lui, il décrit vraiment l'esthétique, parce que ça disparaissait. Après, ces maisons, on les retapait, on les modernisait. Et lui, il voulait montrer qu'avant même l'arrivée des Français, il y avait une véritable esthétique. Il y avait un agencement des intérieurs. Et il disait, on nous dit que les femmes musulmanes sont brimées, mais il dit que c'est les femmes qui sont les maîtresses de maison. Les hommes étaient obligés de se taire devant les choix. Et puis lui était marqué dans, si vous voulez, ce milieu féminin, si on veut vraiment s'inspirer de la psychanalyse, et lui-même dit même la psychanalyse peut être utile pour comprendre le monde musulman. Donc ça a été à l'origine de sa très grande sensibilité et de l'importance qu'il accorde à l'esthétique dans sa définition de la culture. Et il avait, sa sensibilité s'est traduite par un très grand sens de l'observation. Vous avez des détails que le commun des lecteurs néglige. Ben Dabi leur accorde le habba et le qubba, comme on dit en arabe. Alors la médersa, ça a été vraiment le passage à une autre vie, et c'était dû à la topographie. La médersa, elle est, ceux qui connaissent Constantine, donc sur le bord du Rumel, et au début de la rue de Arba'in Sharif. Vous avez une rue de Constantine traditionnelle, et le café Ben Yamina,
était très célèbre. Vous avez tous les médersiens qui venaient discuter là-bas, parler des cours, lisaient les journaux. Il y avait une véritable vie intellectuelle. Et les médersins, à l'époque, étaient en conflit avec les lycéens. Ceux qui allaient dans les lycées, on considérait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cours d'arabe et beaucoup d'élèves musulmans choisissaient l'anglais comme première langue. Alors que les médersiens, d'ailleurs les rapports du gouvernement général disaient que les médersins c'est des pépinières de nationalistes. Parce que leur culture arabe leur donnait possibilité de lire les journaux qui viennent d'Égypte. Il y avait le Moussawar. Le Moussawar, en Égypte, c'est l'équivalent de Paris Match, qui décrivait la vie égyptienne. Le père de Ben Nabi était abonné à toutes les revues égyptiennes. Et donc l'administration coloniale considérait l'accès à la culture orientale comme un danger pour les intérêts coloniaux. D'où le clivage entre médersiens et lycéens. Et donc ça s'est traduit par une grande admiration des médersiens pour Abdelhamid Ben Badis, qui passait pratiquement tous les jours, il remontait la rue Arba'in Sharif pour aller dans son petit bureau, dans une impasse de Jama'a Sidi al-Akhdar. Et Ben Nabi dit, nous regardions de près Ben Badis, là, Ben Badis il passait, il s'arrêtait chez le coiffeur, chez le cordonnier, il demandait des nouvelles du pèlerin qui est rentré, des malades, et puis il allait rédiger son éditorial. L'activité de Ben Nabi, de Ben Badis est passée de l'éducation des enfants au journalisme en 1925, le Muntaqid. Et c'est à ce moment-là qu'il allait rédiger les médersiens étaient très admirateurs. Et Ben Nabi a fini par aller demander rendez-vous à Ben Badis. Ben Badis croyait que c'est pour une fatwa ou une histoire de mariage. Or, Ben Nabi lui dit j'ai constaté que dans mon enfance, il y avait de la verdure au sud de Tébessa. Or, le désert est en train d'avancer. Maintenant, il est au nord de Tébessa. Et les ulama, vous êtes la conscience de l'Algérie. Il faut trouver une solution au problème du sol. Ben Badis c'était très... Mais c'était la première fois qu'on lui soumettait un problème comme ça. Ben Badis, c'était l'éducation des enfants, des programmes. Et donc ça donne une idée des préoccupations de Ben Nabi, qui était dans la mouvance du premier Islah, à tel point que quand Toufiq al-Madani a été chassé de Tunisie, Toufiq al-Madani, c'est quelqu'un d'origine algérienne, mais dont la famille avait immigré en Tunisie, et qui était secrétaire général du Vieux Destour, le premier parti nationaliste. Alors, quand il est venu à Paris, par les Français, ils ont eu un grand succès, 1924. L'administration française en Tunisie lui a sorti « Vous êtes d'origine algérienne, vous n'avez pas le droit de... » alors qu'il était né en Tunisie. Quand ils l'ont expulsé, il s'est arrêté à Constantine et il a fait une réunion avec Ben Badis sur les programmes de l'Islah et ils ont fait participer Ben Nabi qui n'avait que 20 ans à l'époque. Toufiq al-Madani, il dit le jeune Malek Ben Nabi a participé. Et c'est Ben Badis qui l'a fait venir. Mais après, il sera très déçu par les ulama quand ils se sont mis à faire de la politique. Mais à la remorque d'hommes politiques que Ben Nabi détestait. Parce qu'il y avait la fédération des élus. Vous avez les premiers médecins, là, Ben Jelloul, Dr Boumali de Ain Bayda. Ben Nabi a eu affaire à eux en 1934, quand ils ont présenté une plateforme de revendication, ça a été refusé par le gouvernement et ils ont menacé de faire grève et de démissionner de leur mandat. Or, ils ont été menacés par le général là, de la division de Constantine et le docteur Boumali est venu de
Constantine Ain Beida jusqu'à Tébessa pour dire on arrête la grève, on arrête les menaces d'émission. Et Ben Nabil leur reprochait leur manque de fermeté. Il a dit la moindre menace, ils reculent. Et puis, c'était des lycéens qui devenaient médecins. Donc, ils étaient déjà mal vus des Médersiens. Et donc, l'idée de... Après, il a une autre idée, c'est les intellectomanes qui ne sont pas des intellectuels. Intellectomane, c'est un terme péjoratif comme politique. Et donc, pour lui, les intellectomanes qui font de la politique, c'est la pire des choses. Et après, en 1936, il reprochera aux ulama d'avoir été avec ces intellectomanes dans le Congrès musulman algérien, qui critique très durement par la suite. Parfois excessivement, mais selon sa logique à lui, les ulama étaient la conscience du peuple algérien, ils auraient dû continuer un travail de régénérescence de la société musulmane affaissée, et le fait de s'engager en politique se fait aux dépens de ce travail de rééducation. Et donc, à la Médersa, il dit qu'il faisait le strict minimum pour passer à l'année suivante. Le programme, c'était les lectures qui l'intéressaient. Donc il a lu Ibn Khaldoun, il a lu le Mourouj al-Zahab de M. Il donne la liste de ses grosses lectures. Donc il a lu le Risal al-Tawhid du Cheikh Abdou, et puis les romans là, de Isabelle Eberhard, dans l'ombre chaude de l'islam, tous les écrits de Claude, le type Loti, etc. Vous avez une vision exotique orientale. Il a lu tous ces livres et ça l'intéressait beaucoup plus que les programmes qui permettaient d'être auxiliaire de justice ou interprète. Et donc il réussit, il sort normalement en 1925 de la Médersa et il fait un premier voyage en France avec un de ses camarades. Et ce voyage a été vraiment... Il dit, on a rencontré un juif de Constantine sur le bateau. Il leur a dit, bon, vous me suivez, toi tu vas t'appeler André, toi Jacques. Il faut dire que vous êtes des pieds noirs, sinon vous ne trouverez pas de travail. Et donc il les amène jusqu'à la banlieue de Lyon, où ils ont trouvé du travail, je crois, à Villeurbanne. Et après, l'employeur leur demande leur pièce d'identité. Ben, c'est écrit Malek, c'est-à-dire il les a refusés. Alors que comme Ben Nabi avait le teint clair et les cheveux châtains, on le prenait pour un Européen. Et il dit, le brave juif dont il cite le nom, c'est une famille connue de Constantine, il dit, bon, lui, il a été recruté, il nous a dit au revoir, on se reverra un jour à Constantine. Et donc, ça a été sa première expérience. Il a dit, on a accepté d'être à la remorque de quelqu'un qui connaissait déjà la France. Et après, ils ont été chercher du travail du côté de Saint-Étienne, Notre-Dame de Lorette, où il y avait une cimenterie là-bas. Oui. Donc, ils arrivent, ils rentrent dans un café qui était fréquenté que par les travailleurs immigrés. Et c'était en pleine guerre du Rif. Or, les travailleurs, là, ils suivaient l'épopée de l'émir Abdelkrim. Il a dit, on s'est assis, on nous a servi du thé, et puis après, le type qui était... il a dit, votre thé a été payé par celui qui est parti. C'est une tradition. On paye pour quelqu'un sans lui dire qu'on a payé. Après, il a dit, pour mériter notre thé payé, je leur ai fait un exposé sur la guerre du Rif et sur l'émir Abdelkrim. Ben Nabi venait de soutenir le combat de l'émir Abdelkrim en affichant, après Salat al-Fajr, sur la porte de la mosquée de Tébessa, une proclamation de soutien à l'émir Abdelkrim. Donc, on a fait venir la police de Constantine, on a enquêté, et on a arrêté le seul Tébessien qui avait étudié à la Zitouna, alors que ce n'était pas lui.
C'était Ben Nabi, qui était habillé à l'européenne, qui a voulu montrer que les indigènes sont avec l'émir Abdelkrim. Alors l'émir Abdelkrim, après en 1956, quand il va au Caire, Ben Nabi, la première chose, c'est de rechercher l'adresse de l'émir Abdelkrim pour lui dire il y a 20 ans, moi j'ai soutenu ce qu'on appelait la République du Rif, parce que l'Abdelkrim, il a proclamé une république, d'où son conflit avec le palais royal. Et alors après, donc à 25 ans, en 1925, il a 21 ans. Le règlement pour les indigènes à l'époque leur interdit d'être salariés avant l'âge de 22 ou 23 ans. Donc il travaille comme auxiliaire d'un qadri vers Aflou, à titre bénévole. Il était logé, nourri, il avait un cheval et tout. Et là, ça a été une fascination pour le sud-ouest oranais, où il n'y avait pas de colons, où il y avait la tradition bédouine, l'hospitalité. Et là, il est revenu vers Bembadis pour lui dire, voilà, une région. Et à ce moment-là, Bembadis lui remettait des exemplaires du journal qu'il faisait, Shihab à l'époque. Il a dit les premiers numéros de Shihab dans le sud-ouest oranais, c'est lui qui les a distribués. Donc il était plus qu'un sympathisant de l'islam, du mouvement des ulama. Donc il reste. Alors après, quand il a atteint l'âge limite, il a travaillé à la commune mixte de Châteaudun-du-Rumel, qu'on appelle Cholrom El Aïd en ce moment. Là, il était rémunéré. Il était l'adjoint du Khoja. Mais un jour, il rencontre dans les rues de Châteaudun un employé de la commune mixte qui était de l'autre côté de la rue. Ben Nabi a fait semblant de ne pas le voir. Il a traversé la rue, il lui dit pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Dans le système colonial, c'était ça. L'indigène doit vraiment faire des courbettes. Il lui a dit c'est obligatoire. Il s'est disputé avec lui et il se retrouve licencié pour n'avoir pas salué un employé européen. Donc, lui, il insiste sur ces détails pour dire ce qu'a été une situation coloniale. Qu'est-ce que c'est que le système de l'indigénat qui permettait à un administrateur de commune mixte d'infliger une amende à un indigène croisé dans la rue pour regard insolent. Là, l'autre lui a dit « Pourquoi tu n'as pas dit bonjour ?» Alors l'administrateur avait une très lourde amende, il lui a dit « Le regard était insolent, il ne faut pas regarder un Européen de cette manière-là. » Donc c'était ça le système de l'indigénat. Or lui, c'est devenu insupportable pour lui. En 1930, c'était le centenaire de la conquête, de la prise d'Alger. Il a dit, ce jour-là, je ne suis pas sorti. Je me suis enfermé. Parce qu'il y avait les caïds, les bacharas, les Khoja qui venaient faire les courbettes devant monsieur l'administrateur. Et puis une célébration ostensible d'une défaite des musulmans. Donc lui, il dit, je ne suis pas sorti et j'ai décidé de quitter l'Algérie. Donc les célébrations ont eu lieu donc, en juillet. Lui, en septembre, il embarque à Philippeville, il se retrouve à Marseille et il monte à Paris pour poursuivre les études, parce que les médersiens, le diplôme de la médersa ne donnait pas l'équivalent du bac. Donc l'habitude, c'était de passer un examen d'entrée à l'école des langues orientales, l'INALCO aujourd'hui, et avec le diplôme des langues orientales, on peut être admis en deuxième année à la fac de droit ou à la fac de lettres. Et les gens qui ont fait des licences, c'est un parcours très très long. Or lui, par un pur hasard, il se retrouve dans un hôtel qui existe toujours là, à la porte de Saint-Denis, qui s'appelle la rue de la Lune. Et l'hôtel était en face de l'école centrale d'électronique, où ils voyaient sortir les élèves avec
leurs outils, là, parce que ça formait pour les transmissions, on appelait les TSF à l'époque. Et il s'est renseigné, ils lui ont dit qu'il pouvait donc il s'est inscrit à l'école d'électronique qui formait des techniciens supérieurs pour les transmissions. Et comme le prof a vu qu'il était très bon en maths, il lui a dit il faut aller dans une vraie école d'ingénieurs. Donc l'année d'après, il est admis dans une école supérieure de mécanique et électricité. Et là, il s'engage à fond pour des études d'ingénieur. Et là, sa première année à Paris, il fréquente l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris. C'est une organisation protestante qui a son équivalent, Young Men Christian Association, qui est un peu partout en Europe. Or, elle existe toujours au 14 rue Trévis, dans le 9e arrondissement. Lui, il était attiré par le tarif des repas. Il a vu, c'était pas cher, puisqu'il c'est son père qui lui envoyait un mandat tous les mois. Il n'y avait pas de bourse. Le gouvernement général ne donnait pas de bourse aux Algériens pour étudier à Paris. Pourquoi? Parce que à Paris, on a créé l'Étoile nord-africaine en 1926, l'Association des étudiants musulmans nord-africains, très nationaliste, en 27, et le gouvernement général ne voulait pas que les étudiants fréquentent ces militants, où il y avait une marche de liberté à Paris qui n'existait ni à Constantine ni à Alger. Et donc il s'est retrouvé dans dans ses mémoires, il appelle ça l'Union. Et la République de Trévis, on l'appelait. Parce qu'il y avait des réunions tous les mois, des débats, où il y avait des peintres, il y avait des littéraires. Il ne parlait que de culture. Et lui, il a été admis dans ce groupe très rapidement. Et ce groupe a commencé à publier un bulletin, c'est lui qui a rédigé l'éditorial. Donc l'acte d'écrire lui était déjà facile à ce moment-là. Mais l'année d'après, il a affaire à l'AMNAF, l'Association des étudiants musulmans nord-africains. 1930. Et 31, la rentrée de 31, les étudiants de l'AMNAF, la règle à l'époque, pour admettre un nouveau membre, il fallait qu'il fasse une conférence. Un sujet de son choix, et lui, il a immédiatement dit « Pourquoi sommes-nous musulmans ?» Et donc, il fait cette conférence. Il a été applaudi, ovationné et élu président aux élections de la semaine d'après. Mais un jour, il va prendre le café à la rue Trévis, et puis un policier qui rentre, c'est vous, Benabi, oui. Il lui demande les renseignements. Et la dernière question, qui vous finance? Il lui a dit mon père. Ben, merci. 15 jours après, il reçoit une lettre de son père. Il lui dit je viens d'être licencié. Essaie d'aller voir chez Massignon s'il peut intervenir pour moi. Et Benabi dit j'ai mis des années pour faire le rapprochement entre la visite du policier et le licenciement de son père. Et donc, parce qu'il a tenu un discours, les étudiants arabes à l'époque, ils acceptaient la modernité et puis ils dissimulaient leurs convictions. Lui, il était cash, il a dit nous sommes des musulmans, colonisés, certes, mais musulmans. Et comme il y avait une police spéciale pour les musulmans à l'époque, créée en 1925 dans le 17e arrondissement à Paris, quelqu'un comme lui, il avait l'équivalent de ce qu'on appelle une fiche S aujourd'hui. Et donc ils ont commencé par lui couper les vivres en licenciant son père. Mais il en a pris conscience que quelques années plus tard. Et au moment de cette conférence à l'AMNAF, elle était à la rue Rollin qui est vers le Panthéon. Vous savez, elle va jusqu'à la rue Monge, pas loin de la mosquée de Paris. C'est ce qui fait que
Cheikh Abdul Ben Rabrit a invité les étudiants à faire leur réunion à la mosquée. Il était beaucoup plus ouvert que les autres recteurs venus après. Et on a des photos de Ben Nabi et de ses camarades dans les salons de la mosquée sur invitation de Ben Rabrit. Alors, un des étudiants qui venait de la médersa avant lui, il a assisté à sa réunion, à sa conférence. Il s'appelait Mohamed Hamouda ibn Sa'i. Il était de Batna. Et il était inscrit à la Sorbonne. Il préparait une thèse sur la conscience morale chez Abu Hamid al-Ghazali. Et il faisait une séance tous les samedis. Et Ben Sa'i le mettait au courant des études islamiques. Alors que lui, il était avec les équations, les dérivées partielles, les intégrales, la résistance des matériaux. Il était passionné par la thermodynamique, l'équation de la chaleur, les ondes, etc. Mais parallèlement, il était fasciné par... les orientalistes étudient l'islam alors qu'ils viennent d'Auvergne ou de Vendée, alors que nous, on est musulmans, on est prioritaires. C'est à nous d'étudier l'islam. Et donc, il doit sa vocation à Ben Sa'i, auquel il rend hommage dans son premier livre, à mon ami et maître, Hamouda Ben Sa'i. Ben Sa'i venait avec des coupures de presse, avec des notes des séminaires de la Sorbonne. C'est comme ça indirectement, il suivait ce qui se disait à la Sorbonne, où les seuls étudiants musulmans étaient les Égyptiens, qui faisaient partie de ce qu'on appelle Bi'ath al-Masriya. C'est les boursiers qui étaient envoyés depuis Mohamed Ali. Donc, ils venaient faire toutes sortes de disciplines, mais ils avaient un aumônier qui veillait un peu à la vie religieuse, qui était un diplômé de l'Azhar, Cheikh de l'Azhar, qui lui fait une thèse de droit musulman comparé. Et Ben Sa'i était en rapport avec dont certains sont devenus célèbres. Quand ils ont écrit leur mémoire, ils rendent hommage au service que leur rendait Ben Sa'i, parce que leur français était un peu faible, et lui, il leur corrigeait les textes, il les aidait dans la bibliographie. Et puis il regrettait que Hamouda Ben Sa'i ait disparu des radars, alors que c'était lui le maître de Ben Nabi. C'est Ben Nabi qui, après, s'est mis à écrire. Et donc, ça l'amène en 1936, la fin de ses études. C'était en 1936, ça a coïncidé avec la venue de la délégation du Congrès musulman, présidée par Ben Badis. Ils sont descendus dans le plus grand hôtel, qu'on appelle le Grand Hôtel à l'Opéra. Et Ben Nabi a été, Ben Sa'i, le frère de Hamouda Ben Sa'i Salah, qui était ingénieur agronome. Il m'a dit, moi j'étais avec Simelk, mais j'étais gêné par la violence de ses protestations face à Ben Badis. Il lui dit, le problème algérien se règle en Algérie, vous êtes la conscience du peuple algérien, qu'est-ce que vous faites avec ces déculturés, Ben Jelloul, qui sont des lâches? C'est le vieux conflit entre lycéens et médersiens. Et puis le Grand Hôtel, vous avez payé ça par qui? Par les cordonniers de Constantine, les cotisations, il faut aller dans les quartiers populaires. Il lui a fait une leçon comme ça. Et Ben Badis, très patient, il lui dit Sayondaru fi hadha al-amr. Et donc cet épisode, Ben Nabi, il lui consacre des développements après Conditions de la Renaissance, où il dit ça a été la fin de mon enthousiasme pour les ulama qui ont suivi, qui se sont mis à la remorque d'hommes politiques moins légitimes. La preuve, c'est qu'ils se sentaient tellement peu légitimes qu'ils ont désigné Ben Badis à la tête du Congrès musulman. Il a dit, il ne faut pas être à la remorque de ces types-là. Et après, il rentrait, donc il passait de longues vacances à Tébessa, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de Tébessa qui exportait des chevaux vers Marseille, parce que
la viande de cheval était très appréciée là, par les... il faisait de très bonnes affaires, et après il lui a dit, les frères ont créé le centre culturel du Congrès musulman algérien à Marseille, c'est celui de 16 rue Fauchier, et il cherche quelqu'un pour s'en occuper, et il dit, je leur ai donné ton nom. Donc il vient par bateau avec Hachichi Mortaz, c'est très connu à Tébessa. Et là il se retrouve donc dans cette ancienne forge, donc louée ou rachetée c'était pas cher à l'époque, par l'association présidée par Sid Talmoudi qui avait le bar des glaces. Il parle très longuement de c'est une expérience de 15 mois, mais qui a été très marquante pour Ben Abi. Et donc il s'est installé là-bas, il a fait venir sa femme de Dreux, et avait leur appartement séparé de la classe, et ce sont les travailleurs, là, certains travaillaient comme dockers, d'autres étaient en chômage, qui ont nettoyé cette ancienne forge, ils ont badigeonné à la chaux blanche, ils ont mis des chaises, et puis il s'est mis à donner des cours. L'alphabétisation, c'était un prétexte pour lui, mais en fait, c'était des cours sur ce qu'il appelait l'orientation, par la suite. Et puis, lui il était vraiment très marqué par des gens qui étaient des talebs, qui venaient des écoles coraniques, qui avaient un niveau moral excellent, et qui se retrouvaient, il lui disait, on a étudié jusqu'au bout Khalil ibn Ishaq, etc., mais ça nourrit pas son âme en Algérie, on est obligé de venir travailler ici. Donc toute la déchéance coloniale était résumée par ce groupe, peut-être il y avait une centaine des gens qui venaient. Et après il a dit, pour des gens qui n'ont jamais été à l'école, il fallait trouver une méthode qui ne soit pas la méthode scolaire habituelle pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Et puis après, il leur a enseigné la géographie, il a déployé une carte d'Algérie au tableau, et chacun va dire « je suis de Ain Bayda, je suis de Sidi Mabrouk ». Il lui dit « montre-nous sur la carte ». Il a dit, pour des gens qui avaient l'esprit vierge, le fait de... Et il a dit, je voyais les traits de leur visage changer. Il raconte beaucoup d'histoires, comment les Marseillais avaient peur des travailleurs algériens. Il a dit, une fois, j'ai vu un enfant que sa mère amenait à l'école, il a dit, maman, un Algérien. Et Ben Abi leur a dit, essayez de passer inaperçu, ne faites pas peur, etc. Donc les idées de civilisation, et il les a eues dans cette expérience vraiment au ras du sol, là. C'était pas des lectures. Et donc cette expérience dure jusqu'en 1938, où il se trouve convoqué par l'inspecteur d'académie. Il lui a dit, vous enseignez depuis plus d'1 an, est-ce que vous avez un diplôme d'instituteur? Non. Il lui a dit, j'ai fait des études scientifiques, oui, mais ça ne vous habilite pas à enseigner. Et puis les conditions de sécurité, l'aération ne sont pas réunies, donc je suis obligé de mettre fin à vos cours. Et Ben Abi lui dit, ce ne serait pas indiscret, monsieur l'inspecteur, de connaître la vraie raison. Alors comme l'autre était honnête, il lui a dit, écoutez, ma foi, les ordres sont venus d'en haut. Depuis les événements de Palestine, on nous dit qu'il faut surveiller les indigènes. Donc c'était très clair, parce qu'il y a eu des troubles en 36-37 en Palestine. Et la police de la rue Lecomte savait que les immigrés musulmans, maghrébins, étaient solidaires des Palestiniens. Et on retrouve un chapitre d'un grand livre qui s'appelait La Grande Invasion, sur les immigrés. À l'époque, c'était un peu comme le discours de l'extrême droite actuelle, où il parle du centre culturel de la rue Fauchier. Il dit c'est des bolcheviks. C'est Ben Abi qui était
durement critiqué par les communistes, pour la police, il passait pour bolchevique. Parce que la pire des accusations à l'époque, c'était bolchevique, communiste. Et donc, il met fin à l'expérience, mais il fait un dernier meeting où les autres élèves ont fait venir de la rue des Chapeliers des travailleurs qui n'étaient pas dans le cours, et il leur a fait un discours. C'était après l'histoire de Munich. Ben Nabi était sûr que la guerre mondiale allait avoir lieu. Il leur a dit, bientôt on va vous demander votre contribution par le sang, mais ne donnez pas votre sang avant d'avoir obtenu vos droits. Et il a mis fin au cours comme ça. Et auparavant, il était sollicité par la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui est devenue la LICRA. Après, on a ajouté le R du racisme. C'était Bernard Lecache, qui était un juif russe qui allait voir Ben Badis en Algérie pour la lutte antifasciste. Et comme il venait chez Talmoudi, là, qui était... Talmoudi envoyait Ben Nabi assister au meeting de la LICA. Or, Ben Nabi, il a dit, nous sommes contre l'antisémitisme, mais il y a les droits des peuples nord-africains. Et il proposait un passage dans la motion finale, et Bernard Lecache supprimait le passage sur les droits des peuples nord-africains. Et Ben Nabi dit, je monte à la tribune pour protester. Il dit, j'ai été applaudi par les femmes et le représentant du parti anarchiste. C'est tout. Et donc il dit, nous avions une certaine gauche qui nous considérait comme une force d'appoint pour venir remplir les salles et tout, mais elle ne nous écoutait pas, elle ne tenait pas compte de nos problèmes. Donc il avait déjà une conscience de l'autonomie que doivent avoir les mouvements. C'est le même problème qu'a eu Messali. Il a commencé avec les communistes, et puis comme il a vu qu'on voulait l'utiliser, il a été voir l'émir Sheikh Barslan en Suisse. Et l'affiche de police dit est devenu islamo-nationaliste, ou parti nationaliste musulman. Donc il a vécu toutes les étapes là dont on connaît encore les conséquences. Là. Vous avez des organisations françaises qui pensent aux immigrés comme force d'appoint. Mais ce n'est pas un problème essentiel. Et donc tout ça a contribué à un certain mûrissement, une expérience très riche passée entre Paris, Dreux, Marseille, Philippeville ou Annaba, puis Constantine, Tébessa. Puis la traversée des dizaines de fois la Méditerranée. Et puis il dit, quand j'arrivais à Marseille, je restais encore pour oublier les problèmes qui l'attendent. Et donc c'était l'occasion de ruminer. D'abord de mettre de l'ordre dans toutes les misères qu'il a constatées, toutes les insuffisances des mouvements politiques qui progressaient. Et c'est ça qui a été à l'origine de ce qu'il écrira à partir de la Deuxième Guerre, la fin de la Deuxième... Le phénomène coranique, il a commencé à l'écrire en 1943. Mais le premier manuscrit a disparu dans un bombardement. Donc il a reconstitué de mémoire. Alors quand on reconstitue de mémoire, c'est encore plus concentré. Et donc pour lui, quand il a décidé d'écrire, il commence par le commencement, c'est le Coran. Alors, le Coran, il dit, nous avons des tafsirs, le tafsir de Tabari fait 30 volumes, étant donné un intellectuel musulman, ingénieur, avocat, médecin, il ne peut pas lire les 30 volumes, sauf à la retraite. Et il a dit, il nous faut une autre manière de lire le Coran pour prouver que c'est une révélation. Et donc lui, c'était très bien accueilli à l'époque, le phénomène, parce que la phénoménologie était à la mode à l'époque. Il étudie le Coran comme phénomène. Il dit, voilà, nous avons
nous donnons un livre à quelqu'un qui n'est ni musulman, et comment il va réagir s'il lit honnêtement ce livre. Et lui, il a rassemblé tous les arguments, parce qu'il a passé des années à lire le Coran avec moi. Quand j'ai retrouvé sa maison là, qui était abandonnée, parmi les livres que j'ai trouvés, il y avait Asbab al-Nuzul de Wahidi. Il n'avait que Asbab al-Nuzul, il n'avait pas une... Mais quand il tombait sur un verset, il le méditait longuement, il a insisté sur le côté qualitatif. Ce n'est pas le hifz ou le tajwid, il reconnaît toutes ses vertus. Et donc les arguments qu'il a... Il a dit, voilà, c'est Mohammed ibn Abdullah qui dit « J'ai reçu une révélation. Est-ce vrai, est-ce faux ?» Ceux qui disent que c'est faux, donc ils accusent le prophète d'avoir trompé son monde, d'être un imposteur. Dans la meilleure des hypothèses, ce qui s'est fait illusion à lui-même. On peut très bien par autosuggestion. Donc, comme il avait de très grosses lectures de psychologie, il a lu toute l'œuvre de Condillac, qui était le maître des études psychologiques. Et puis, le début de la psychanalyse, on trouve un chapitre qui s'appelle le Wahi et le moi mohammedien. C'est une terminologie psychanalytique. Or, tous les orientalistes du Collège de France, à l'époque, quand ils ont lu les ouvrages de Sierra, c'est l'état de fébrilité dans lequel se trouvait le prophète au moment où il recevait la révélation. Il disait, c'est des crises d'épilepsie. Mais Ben Nabi a dit, mais il s'est renseigné il avait des amis médecins, psy, et ils lui ont dit, l'épileptique ne se souvient de rien du tout quand il est en crise. Alors Mohammed ibn Abdullah, quand il revient à lui, il récite ce qu'il venait d'entendre. Donc ce n'est pas une épilepsie. Et il a multiplié, il a dit, quelqu'un qu'on appelait l'Amin, qui se met à mentir à l'âge de 40 ans, il faut nous expliquer pourquoi. Donc c'est des arguments destinés à convaincre des non-musulmans. Et il y a un médecin qui s'appelait le docteur Benoît, qui a été se convertir à la mosquée de Paris en 1953. Et l'imam lui a dit « Pourquoi vous vous êtes converti ?» Il a dit « J'ai lu un livre écrit par un certain Malik Ben Nabi, qui s'appelle « Le phénomène coranique » et qui m'a convaincu que c'est une révélation authentique. » Et puis il utilise d'autres arguments. Maintenant, on a l'ayat al-Kouniya, le concordisme scientifique, mais lui, il a choisi une autre. Par exemple, il a un très bon chapitre, il compare la sourate 12 de Joseph, qui est consacrée entièrement au récit de Ahsan al-Qasas. Ahsan al-Qasas, c'est-à-dire que toute la sourate, c'est sur un seul sujet. Il la compare, la version sur le prophète Joseph de l'Ancien Testament. Alors, il met une colonne à droite et à gauche. Et donc il dit, il voit les dissonances qu'il y a, par exemple, dans le récit de l'Ancien Testament. Les frères de Joseph traversent tout le Sinaï à dos d'âne. Il a dit, on ne peut pas traverser la totale. L'âne, c'est pour des petites distances. Or, le Coran, il dit, ayatuhu al-'ayru, was'al al-'ayr allati. Or, l'ayr, on traduit par chameau, mais à l'époque, le chameau n'était pas domestiqué. C'était d'autres animaux qui permettaient de longs voyages. Et il a dit, le Coran a arabisé totalement le récit de Joseph, y compris le nom de Putiphar. Putiphar, c'est celui qui a recueilli, quand les demi-frères de Joseph l'ont jeté au fond du puits, les Bédouins l'ont vendu à ce personnage, Imra'atul Azizi. Or, dans les gens qui ont étudié le langage égyptien ancien ont démontré que le sens
de Petit Phare, c'est El-Aziz. On a traduit en arabe le sens étymologique de Petit Phare. Ben Nabi dit, est-ce que Mohammed ibn Abdullah connaissait l'Égyptien ancien? Tout le monde sait que non. Donc ce n'est pas lui l'auteur du Coran. Et il a répertorié beaucoup d'exemples comme ça, mais il a dit, je souhaite que d'autres continuent une étude approfondie du Coran pour trouver d'autres exemples. Et le Coran est resté son livre de base. Quand il s'est mis à réfléchir sur les problèmes sociologiques de la Renaissance musulmane, tous les chapitres commencent par un verset du Coran, que ce soit surtout dans la vocation de l'islam. Et après la guerre, il rentre en Algérie en 1946. C'était le moment où on créait des partis politiques. Lui, il a participé à la création des éditions Nahda. Il a dit il faut d'abord une renaissance intellectuelle. Et donc, avec un groupe d'amis, Ben Saï, le frère, l'agronome, Salah Ben Saï, le docteur Khaldi, qui était de Tébessa, qui a étudié à Toulouse, et Abdelkader Mimouni, qui était de la Guatte, ils ont créé les éditions Nahda. Et Ben Nabi leur a donné son premier manuscrit qu'il a reconstitué après l'avoir perdu en 1943. Et c'était un engagement intellectuel qui, d'après lui, devrait précéder les engagements d'ordre politique. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas une assise intellectuelle et culturelle. Et après, il est passé... dans le phénomène coranique, c'est le chapitre qui continue d'être cité par les spécialistes du droit musulman. C'est la comparaison de l'interdiction du vin dans le Coran et l'échec de la prohibition américaine de 1929. Et il a dit l'Amérique avait toutes les polices, la marine, etc., pour interdire le vin, mais ça a été un échec, avec les moyens d'une grande puissance. Alors pourquoi l'interdit coranique a eu plus de succès? Parce que dans les récits, il y a eu les 2 ou 3 étapes là. La taqrabu salata wa antum sukara, fihi manafi'u linnas, et puis l'interdiction finale. Quand il y a eu l'interdiction finale, il paraît que les rues de Médine étaient boueuses. Les Sahaba avaient des dizaines de litres de vin, ils les ont versés. Et puis, arrêt total. Et donc, il dit, quand il y a un impératif supérieur, un interdit lié au sacré, c'est beaucoup plus efficace qu'une législation profane. Abdelmajid Turki, qui était spécialiste du malékisme au CNRS, dans ses derniers articles, il citait ce passage de Ben Nabi, cette comparaison. Or, après lui, il a annoncé, il voulait faire connaître les grands scientifiques de l'histoire de l'islam, Ibn al-Haytham, Ibn Nafis, Ibn Sina, etc. Il a annoncé ce livre, mais il ne l'a pas publié. Il dit, parce qu'il y avait un complexe des musulmans, on leur disait, vous êtes inférieurs, vous produisez... Et donc, il croyait répondre à ces accusations en disant qu'on a eu de grands scientifiques. Au lieu de publier ça, il publie un petit roman qui s'appelle Le Beik. Le Beik, sur le pèlerinage. Il s'appelle Le pèlerinage du pauvre. Où il raconte une histoire vraie d'un ancien alcoolique de Bonn, d'Annaba, qui s'est réveillé et puis il ne se souvenait pas de ce qu'il avait vu en rêve, mais vers la fin de la matinée, il se souvenait qu'il a vu la Kaaba en rêve. Donc il a dit, il faut que j'aille à la Mecque. Donc il y a eu les démarches pour le passeport, les photos, rassembler la somme, etc. Et puis il finit par embarquer à Annaba sur le bateau qui venait du Maroc, parce que vous avez un seul bateau qui s'arrêtait à Oran, Alger, à Annaba, et continue à Tunis, à Tripoli.
Ibn Nabi décrit la traversée, il n'avait pas été au pèlerinage, mais il avait les récits, où les pèlerins musulmans avec les matelots européens, qui ironisaient sur le prophète, vous êtes arriérés. Or, les pèlerins du Constantinois, ils amenaient ce qu'on appelle le fils pour se nourrir. Alors, malgré leur polémique avec les matelots européens, ils leur offraient Koul qabl ma takulk niran jahannama. Ben Nabi traduit ça. Ils rigolaient, les matelots. Donc, c'est une description très réaliste, mais dans la moralité, c'était la réhabilitation par la foi, qui permet de sortir de l'alcoolisme. Alors que dans tout le roman francophone, des Maghrébins ont considéré l'alcool comme une libération, comme quelqu'un qui ne respecte plus les... Ben Nabi a démontré le contraire. Il a dit, parce que le fameux Ibrahim, il battait sa femme, il arrivait et comme il vendait du charbon dans un petit village à côté d'Annaba, et il arrive à Médine, il se fait recruter dans une maison qui produisait des ampoules pour l'éclairage électrique, alors qu'il n'y avait pas d'éclairage électrique en Algérie. Donc il écrit, le livre se termine par une lettre à sa femme, il demande pardon, il a dit j'étais incorrect avec toi parce que je buvais, maintenant j'habite pas loin du prophète et j'ai trouvé du travail, si tu veux me rejoindre, on disait à l'époque Yujawir, quelqu'un qui s'installe à Médine, c'est pour être proche du prophète. Et donc c'était une illustration de son chapitre de phénomène coranique par un récit vécu, pour montrer que malgré toutes les déchéances, l'âme algérienne, c'est l'islam, c'est pas autre chose. Malgré la déculturation des lycéens, malgré le combat du Coran par les administrateurs, Ben Nabi était proche du Cheikh Al-Arabi Tbessi qui dirigeait le Nadi des Ulama à Tébessa. Et une fois, il rencontre l'administrateur qui lui dit vous voulez ressusciter le Coran alors que nous voulons l'enterrer. Donc l'administrateur était très cash, il a dit nous voulons que le Coran ne soit plus lu. La main voulait le réhabiliter. Et donc après, il passe à l'étude sociologique des conditions de la Renaissance, qui au début s'appelait Conditions de la Renaissance algérienne. Mais après, il a mis comme sous-titre Problème d'une civilisation. Et dans les rééditions, il a retiré le mot algérienne. C'est quand il a découvert que ce n'est pas un problème spécifique à l'Algérie, c'est le problème de tous les pays musulmans qui ont un sort commun lié au déclin de la civilisation musulmane. Et donc tout ce qu'il a engrangé comme observation due à son expérience vécue, il a exposé après avoir présenté un cadre théorique qui est celui de l'alternance des civilisations, donc de la naissance qui pour lui est un mystère, le développement des civilisations et leur déclin. Et il explique, et lui comme il avait fait des mathématiques, il trace l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des X c'est le temps, l'axe de T, et puis en ordonnée, il a ce qu'il appelle les valeurs psychotemporelles, donc qui permettent une élévation. C'est ce que le Shah Waliullah Dahlaoui appelle l'irtifaq. Et on est sûr que Ben Nabi n'a jamais lu Shah Waliullah, qui a écrit au XVIIIe siècle, Hujjatullah al-Balira, où il a dit le but de tout l'islam, c'est de permettre l'irtifaq qui doit être accompagné de l'iqtirab min Allah. Mais l'irtifaq,
c'est l'équivalent des conditions qui permettent l'épanouissement moral et matériel de l'individu, que Ben Nabi appelle la civilisation. Or, chez Cheikh Waliullah al-Dahlaoui, ça vient de Sourate al-Kahf, où yanshur lakum min rahmatihi wa yaj'al lakum min amrikum mirfaqa. Et il y a un autre passage où il dit murtafaqa. Murtafaqa, c'est les conditions d'un certain bien-être. Il dit le but de l'islam, c'est pas seulement les pratiques culturelles, c'est d'améliorer le sort des individus. Et là, après Ben Nabi, quand il s'est mis à lire les hadiths rarissimes, cette idée est résumée par le hadith de Adi ibn Hatim. Hatim Ta'i, qui était un chrétien connu pour son hospitalité. On disait Kathirur Ramadi, c'est-à-dire il y avait toujours de la cendre chez lui, parce qu'il fait à manger aux voyageurs inconnus. Toujours la cendre est chaude chez lui. Za'ilul Ba'iri, parce qu'il privait le petit chameau du lait de la chamelle pour l'offrir aux visiteurs. Le Hatim Ta'i était connu pour ça. Les Arabes d'avant l'islam étaient comme ça. Et au moment de l'expédition de Tabouk, l'une des dernières là vers le nord, on a ramené le fils de Hatim Ta'i, Hatim qui était chrétien. Or, le prophète l'a mis à l'aise en lui parlant de ce qu'il connaissait de son père. Et après, il s'est adressé à lui, et il lui a dit Walau talat bika hayatun satara za'ina, c'est la femme d'autres chameaux. Tu verras que la femme peut se déplacer toute seule de Hira jusqu'à la Mecque sans être inquiétée. Et Adi ibn Hatim dit Wa qultu fi nafsi wa ayna du'aru Ta'i. Parce que quand on vient de Hira, c'est le Koweït actuel. Et on passe par les montagnes de Taï où on avait des brigands qui enlevaient les femmes des caravanes. Il a dit, monsieur Mohammed bin Abdullah, il fabule. Il a fait en lui-même. Après, il lui a dit Wa in talat bika hayatun satara kunuza kisra tubzalu fi sabilillah. Et là, il s'est écrit, il lui a dit Kisra ibn Hormuz, c'est le Shah d'Iran, qui était la plus grande puissance de la région. Il lui dit Kisra ibn Hormuz lui-même. Ses trésors seront au service de l'islam. Wa in talat bika hayatun satara al-mar'a yamuddu mal'a yadahu dhahaban aw fiddatan la yajidu man yataqabbalaha minhu. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de pauvreté et qu'on n'aura pas besoin de l'aumône. Après, Adi ibn Hatim s'est converti à l'islam et il a participé à la Qadisiyya, donc à la chute de Kisra. Et il a dit maintenant je vois que le prophète a vu juste. Et ça veut dire que dans في رواية أخرى il dit لن يتم هذا الأمر حتى تذهب ضعينا من الحيرة لتطوف حول البيت ولا تخشى على نفسها إلا الذئب وفي رواية أخرى إلا الله. Et c'est différent parce que si elle ne craint que le loup ou le chacal dans le désert, elle peut ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un à Alger, le représentant du ministère des Affaires religieuses, je lui dis, parce que quand j'ai demandé à Hamidullah, il m'a dit, d'après la lettre de ce hadith, quand la sécurité est assurée, la femme n'a pas besoin de mahram pour se déplacer. Or, le type du ministère qui était très craintif, il m'a dit non, ça va être contesté. Et il m'a dit oui, mais la femme a d'autres tentations. Mais quand on dit la crainte de Dieu la protège contre la tentation. Donc c'est un verset
Et Ben Nabil l'a découvert que quand on lui a offert des livres au Caire, mais il avait la même idée quand il a théorisé la civilisation doit assurer la sécurité dans le cas de Kisra, c'est-à-dire la puissance, et de supprimer la pauvreté. Et Adi ibn Hatim m'a dit, il y a les deux premiers points qui sont réalisés, maintenant il reste la pauvreté. Pauvreté, les Khulafa al-Rashidin n'ont pas réussi à y mettre fin, parce que la révolte contre Sidna Othman avait pour mobile les enrichissements un peu trop rapides de son entourage. Et donc, si vous voulez, Ben Nabi, dans la culture était occidentale, etc., il a théorisé et abouti à des conclusions qu'il retrouve quand il s'est mis à lire ce qu'on appelle le Torah. Le phénomène coranique, quand il est arrivé en Égypte en 1956, il a trouvé le livre qui s'appelle Dala'il al-Nubuwa. C'est un titre qui a servi beaucoup, d'Abu Nu'aym al-Isfahani, l'autre, la Bayhaqi, c'est-à-dire toutes les preuves qui montrent que Mohammed ibn Abdullah n'a pas... C'est pas lui qui a inventé le Coran. Or, Ben Nabi, sans lire ces grands livres, Ben Nabi n'était pas pour l'érudition, vraiment. Il a même critiqué les grands cheikhs qui étalent leur érudition pour impressionner le public. Et il cite un exemple extrême du congrès de la culture islamique en 1949 à Tunis, où il est parti par bus de Tébessa. Donc le voyage avec les Bédouins, il a fait un reportage en plusieurs articles très intéressants. Et il dit, comme il y avait des orientaux venus d'Irak, d'Égypte, il y avait un cheikh de la Zitouna, parce que les orientaux reprochaient à tous les Maghrébins, pas seulement aux Algériens, d'être en retard dans la connaissance de la culture islamique. Or, il y avait un cheikh qui a cité un hadith, et pour impressionner l'auditoire, il est remonté, il a cité toute la chaîne des Isnad. Quand il est arrivé à Abu Huraira, il a oublié le matn du hadith. Parce que, alors que... Oui. Et donc il a dit, nous avons toujours eu de grands érudits, des gens versés dans le savoir scolastique et tout, mais notre problème, c'est le passage de la pensée. Il a dit, le grand problème du monde musulman, c'est le divorce entre la pensée et l'action. On a des gens qui sont vraiment fabuleux, mais quand le passage à l'action est un problème. D'où la logique pragmatique, quand il a défini la culture, et il a défini la civilisation comme la synthèse entre l'homme, le sol et le temps. Et c'est comme une réaction chimique. Et il a dit, mais l'hydrogène et l'oxygène peuvent rester séparés s'il n'y a pas un catalyseur. Et lui, il considère que la religion est le catalyseur qui permet la synthèse de ces trois éléments. De la même manière, la culture, il a dit, la culture, a une dimension éthique, une dimension esthétique, la logique pragmatique et une technique. Il dit, la science ne fait pas partie de la culture, c'est le résultat. Donc lui, il se situait toujours en amont. Après, ça se déploie à l'extérieur. Donc voilà à peu près un peu son parcours et puis les éléments qui expliquent un peu la jeunesse de ces grandes idées la principale idée qui le caractérise, qui a permis son retour depuis les printemps arabes, c'est l'idée de colonisabilité, pour laquelle il a été critiqué, mais on s'est aperçu qu'il avait raison quand il y a eu la chute de Ben Ali, de Moubarak, etc. Donc c'est un signe d'échec qui montre que ce sont les séquelles de la colonisabilité que la décolonisation n'a pas fait disparaître. Voilà.